La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une de l'actualité ce matin. Nos concitoyens du sud de la France sont une nouvelle fois durement frappés. Inondation meurtrière dans le département de l'Aude. Bilan provisoire, 3 morts et 1 blessé. Europe 1 sera sur place dès le début de ce journal. Les maths, le français, nos enfants ne sont pas au niveau. C'est ce que révèlent les premiers résultats des nouvelles évaluations mises en place au CP et au CE1. Un enfant de 12 ans est mort samedi soir au Lilas en Seine-Saint-Denis. Il prenait part à une rixe entre bandes rivales. Il a été tabassé à coups de barre de fer. Europe 1. 3 morts et 1 blessé, c'est le bilan très lourd et provisoire dans l'Aude, victime des torrents de boue, des inondations qui frappent le département. De nombreuses routes sont coupées, les transports scolaires sont suspendus, le trafic SNCF est interrompu. Le niveau de l'eau atteint 2,50 m dans certaines communes. C'est la moitié du Carcassonnais qui est touché. Benjamin Peter, vous êtes sur place, vous êtes en train, Benjamin, d'essayer de rejoindre le village de Villemoustossou, qui à cette heure est totalement isolé. Oui, je me trouve effectivement à l'entrée du village. J'aperçois le panneau d'entrée, mais la route est complètement coupée par un torrent d'eau. Alors certains s'y risquent, mais c'est très dangereux. Le courant est très fort. Une voiture est d'ailleurs abandonnée en plein milieu des flots. Jean-Pierre lui a réussi à quitter le village avec son 4x4 et il décrit une situation catastrophique. La situation est assez préoccupante. On a beaucoup d'amis qui ont 1,50 m, voire 2 mètres d'eau dans les maisons. On a des amis qui sont réfugiés dans la tour. Les pompiers sont en train d'intervenir. Bon, nous, on s'en sort relativement bien. On est assureur, on va essayer d'aller au bureau pour gérer les téléphones parce que là, aujourd'hui, c'est catastrophique, quoi. Même si on ne fera rien de plus pour essayer de soulager les gens, de les aider moralement, de leur donner des conseils. Voilà, et un habitant me disait tout à l'heure qu'il avait fait tout le tour de la commune et toutes les routes sont coupées. Et dans la plupart des 60 communes touchées par ces inondations, la situation est la même. Beaucoup d'habitants sont obligés de se réfugier, donc à l'étage et même parfois sur le toit en attendant d'être secourus. Alors le jour est en train de se lever ici, il pleut un peu moins depuis quelques minutes. Et ce que tout le monde espère maintenant, c'est une accalmie pour permettre d'évaluer les dégâts. L'Aude où vous vous trouvez, Benjamin, est bien sûr en vigilance rouge depuis ce matin 6 h. Notez également vigilance orange pour les départements suivants. Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Et si vous nous écoutez, soyez vraiment très prudents parce qu'il suffit de 30 cm d'eau seulement pour que votre voiture se mette à flotter et pour que vous ne puissiez plus ouvrir vos portières. Essayez de vous abriter et quitter votre voiture surtout. Oui, et n'allez pas, si vous souhaitez vous abriter, si vous essayez de vous abriter, surtout n'allez pas dans les sous-sols ou dans les garages. Il faut chercher des endroits en hauteur pour se mettre à l'abri. Europe 1, 8h04. Les premiers résultats des évaluations en CP et en CE1, c'est pas terrible, David. Oui, vous l'avez en tête, c'était l'une des grandes nouveauté de cette rentrée scolaire. 1,6 million d'enfants sont concernés par ces tests et en effet, on constate une baisse du niveau général. Les précisions de Virginie Salmen. Pas très bon en français, mais en maths, c'est carrément la catastrophe. Il ressort par exemple qu'en début de CP, un quart des élèves a des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Par exemple, savoir lire un M et savoir que cette lettre produit le son me. Pour les CE1, un tiers d'une classe en moyenne lit moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national, selon le ministre, est de 50 mots par minute. En mathématiques, la moitié des élèves auraient des difficultés en calcul mental et en résolution de problèmes. Des chiffres qui restent quand même difficiles à analyser parce qu'on n'a pas de point de comparaison. Les résultats des évaluations de l'an dernier n'ont pas été rendus publics et le ministère ne donne pas plus de précision. Une brèche dans laquelle s'engouffrent les principaux syndicats du primaire. Ces chiffres ne reflètent pas le niveau des élèves. Pour eux, les exercices étaient inadaptés, trop difficiles ou mal construits, si bien que beaucoup d'enseignants ont changé les consignes ou donné plus de temps à leurs élèves pour passer les tests. Ils n'ont donc qu'une valeur scientifique très partielle. Ils y voient une instrumentalisation, une façon de justifier les réformes de M. Blanquer. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Et à 8h15, on posera la question au ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara. On peut-être réagira-t-il aussi sur une autre actualité. Est-ce que vous vous souvenez, Nikos, qu'Emmanuel Macron a un remaniement sur le feu? Oui, Cela fait 14 jours que Gérard Collomb a démissionné. La nouvelle organisation sera-t-elle connue aujourd'hui, demain, peut-être? Nous verrons. Reste que l'opposition fait ses choux gras de cette situation qui s'éternise. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité hier du grand rendez-vous d'Europe 1. Le président Macron a lui-même créé la crise. Maintenant, les ministres décident quand ils s'en vont. Mais c'est le signe d'un délitement. La suite sera une agonie. Le Premier ministre a organisé pendant 10 jours un bras de fer avec le président de la République. C'est uniquement une question de rapport de force. Ce qu'il fait sera une agonie politique. Jean-Luc Mélenchon était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1.
qui croit encore à un divorce à l'amiable entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Apparemment pas les négociateurs chargés du dossier. Ils se sont séparés hier soir brutalement. Les discussions sont interrompues. Elles ne reprendront pas avant le Conseil européen de mercredi. En cause, la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Faut-il la restaurer? L'Union européenne et le Royaume-Uni n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce point. Sur place, la question est ultra sensible. Écoutez le reportage de notre envoyé spécial Pierre Herbulot. Une église et un cimetière dans un même village, mais dans deux pays différents. La frontière serpente à travers les rues et les champs de Jonesboro. Jack pointe du doigt les délimitations invisibles. Là, c'est l'Irlande du Nord, et puis à 400 mètres ici, c'est la République d'Irlande. Comme 30 000 Irlandais, il jongle tous les jours entre les deux pays pour son travail et ne peut pas concevoir le retour de vraies frontières. Je livre du café à des entreprises et des bars au nord et au sud. Donc s'il y a des frontières en dur, faudra que je montre mon passeport pour aller travailler. Ce serait vraiment compliqué. Ce qu'imagine Jack, Miggy, 82 ans, l'a connu en vrai. Et elle ne le souhaite à personne. Il y a 60 ans, quand vous achetiez une livre de beurre à Newry au nord, il fallait la cacher pour repasser la frontière, ou alors on vous la prenait. Il y avait une barrière, il fallait s'arrêter, on était fouillés, et ils prenaient tout. C'était effrayant. Des histoires que tout le monde a déjà entendues ici et qui font peur, 20 ans seulement après la signature du traité de paix qui a mis fin à la guerre civile. Jonesboro, Pierre Herbulot, Europe 1. Europe 1. La suite du journal avec vous, David Doucan, et ce bilan tragique entre bandes rivales en Seine-Saint-Denis lors d'une rixe. Oui, la scène s'est déroulée samedi soir dans la commune des Lilas. Une vingtaine de jeunes se sont bagarrés vers 19h. L'un d'eux, âgé d'à peine 12 ans, qui prenait part à la rixe, a été roué de coups avec des barres de fer. Il est décédé 20 heures plus tard à l'hôpital. C'est toute une commune qui est sous le choc. Reportage Mélanie Nunes. C'est depuis la fenêtre de ce bâtiment d'une quinzaine d'étages que Youssef aperçoit un groupe d'une vingtaine de jeunes. Très vite, la bagarre dégénère. Ça se regroupe et ça part en bagarre générale. Ça prend des barres de fer, ça court, je vois des trottinettes qui volent. Les personnes, elles se contrôlent plus, elles sont inconscientes des coups qu'elles portent. Une barre de fer, ça peut tuer, rien qu'en un coup. Et quand on voit les personnes mettre plusieurs coups, que ce soit à la tête, ou ça va loin. Mais franchement, ça n'a jamais été aussi loin jusqu'à un mort. En ce moment, j'ai l'impression que la mort, elle fait plus peur en fait. Des voisins encore sous le choc, comme cette mère de famille. Elle nous montre le visage de son fils. Il a un œil au beurre noir et des traces de coups. Il y a deux jeunes qui l'ont attrapé, l'ont tabassé. Il a été sauvé par cette dame qui l'a vu. Regardez son œil, ça fait une semaine. Regardez son œil en sang. Là, c'est bon. À un quartier contre l'autre, on n'a jamais vu ça. Vous avez peur pour vos enfants qu'ils se fassent agresser? Ben oui, parce qu'il m'a dit, si je parle, ils vont s'attaquer à moi, sa sœur. Maintenant, tous mes enfants, ils sortent de la maison. Ma fille est partie chez sa copine et eux, ils vont chez leur frère pendant une semaine. Elle dit connaître le nom des agresseurs, mais elle ne veut pas porter plainte par peur des représailles. Reportage au Lilas en Seine-Saint-Denis signé Mélanie Nunes. La peste porcine fait des ravages en Belgique. Oui, et la France se barricade. Ces dernières semaines, on a retrouvé 79 cadavres de sangliers chez nos voisins belges. 4000 porcs d'élevage ont été abattus par précaution. La perspective que cela puisse se produire aussi en France terrorise les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle. Alors ce week-end, une clôture électrifiée a été posée tout le long de la frontière. Reportage Arthur Mbaché. Un poteau tous les 10 mètres le long de la forêt. Le point de départ, c'est simple, c'est le panneau bleu étoilé avec écrit Belgique. Le sanglier avance avec son groin, touche le fil du bas qui doit être posé, vous voyez, à 15-20 cm d'auteur. Il prend une châtaigne et fait demi-tour. Bon, allez, merci d'avoir répondu à l'invitation. Une demi-heure plus tôt, baraque de chasse de Villancy, côté français. 80 volontaires écoutent les consignes du maire. Alors donc la première équipe du Dorlon qui va être emmenée par le Jean. Vous faites du Robin des Bois jusqu'à la Malmaison. Donc Julien, t'as du matériel, t'as tout ce qu'il faut. On va essayer de faire. Patrick Massenet, le président des chasseurs de Meurthe-et-Moselle. C'est de fermer la frontière le maximum depuis le poste frontière belge de Mont-Saint-Martin jusqu'au département de la Meuse. Le but étant qu'on ne veut pas avoir un cadavre de sanglier infecté en France. Et on va y arriver. Les éleveurs de porcs soutiennent la démarche, mais de loin, trop peur de croiser un sanglier malade, risque de contamination. C'est pour eux que cet agriculteur retraité donne un coup de main aujourd'hui. Ah bah eux, ils tendent le dos parce que là, un cas en France et puis ils craquent. Des exportations. Ils peuvent plus exporter, puis on risque de tout leur cheptel à l'équarrissage. Ce soir, toute la barrière sera posée sur 30 km. Télencourt, Arthur Mbaché, Europe 1. Merci beaucoup David Doucan pour le journal. Et je rappelle la principale information de cette matinée. 3 morts et 1 blessé dans le département de l'Aude. Information confirmée par le préfet à Europe 1. Avec des routes coupées, écoles, collèges et lycées n'ouvriront pas ce matin dans le département. Pas d'amélioration avant cet après-midi.